C'est assez difficile d'expliquer la loi de 2017 parce que la loi de 2017, vous savez, les juristes, ça va toujours lentement et la loi de 2017, pour nous, c'est une loi si récente. Et la loi de 2017, déjà moi j'ai du mal à la comprendre alors que du droit j'en fais depuis si longtemps. Donc j'imagine que vous n'en faites pas tous les jours du droit. Et donc je crois qu'il faut rappeler ce qu'est la loi de 2017 parce que la loi de 2017, bon, bah, c'est du droit, donc c'est dans un système juridique où tout interfère, toutes les lois sont en connexion. Et la loi de 2017, elle qui vise les sociétés mères et les entreprises donneuses d'ordre, elle a repris des techniques sur la loi de l'année précédente, qui était une loi de 2016, ça vous auriez pu le deviner, qui est la loi Sapin 2. La loi Sapin 2, elle visait déjà, elle avait déjà beaucoup d'ambition, elle voulait éradiquer la corruption. Déjà, elle avait beaucoup d'ambition. Et pour ça, elle a demandé à ce qu'on fasse des cartographies des risques, des audits. Des gens ont compté beaucoup sur vous. Et grâce à monsieur le député Potier, la loi de 2017 a repris tous ces instruments et a alors eu des ambitions absolument extraordinaires et a dit cette fois-ci, ce n'est pas la corruption que je veux éradiquer, non, je veux faire en sorte de trouver des entités pour arriver à prévenir, c'est-à-dire faire en sorte que ça n'arrive pas dans le futur, les atteintes à l'environnement et aux droits humains. C'est ça le but de la loi de 2017. Si on comprend le but, on comprend la loi de 2017. C'est une loi qui tient toute sa normativité dans ses buts, qui sont des buts avec une ambition extraordinaire, faire en sorte de détecter et de prévenir les atteintes à l'environnement et aux droits humains. Du coup, toute l'interprétation de la loi se fera à partir des buts, c'est ce qu'on appelle des lois téléologiques, tout est dans les buts. Il suffit de comprendre ça, et vous avez compris la loi de 2017, qui a les mêmes outils que la loi de 2016, la loi de 2016 Sapin 2, c'est du droit de la compliance. Mais là, on va me demander à qui peut le faire. Les pauvres États qui sont dans des frontières, qui n'ont pas d'informations, qui n'ont pas de technologie, qui n'ont pas d'argent, on va chercher. Et comme pour Sapin 2, on va dire, mais ce sont les entreprises qui, elles, dépassent les frontières, qui, elles, ont de l'argent, ont de la technologie, ont des personnes, ont des auditeurs qui vont pouvoir arriver à récolter les informations, à aider à faire les rapports et à dire oui, cette information, elle est fiable, on va pouvoir faire quelque chose, on va pouvoir agir. C'est ça la loi de 2017. Et ensuite, la loi de 2017 va pouvoir dire ensuite, comme la loi de 2016, on va mettre au centre un personnage particulier. Certes, ça n'a pas plu à tout le monde, qui est un personnage essentiel, qui est le juge. Comme dans la loi Sapin 2, on va dire, comme on veut que ce soit en vrai, que ne ce soit pas simplement « j'ai la main sur le cœur et j'aime beaucoup les petites feuilles et les petits enfants ». Non, on veut que ce soit vrai, que ce soit effectif, que ce soit efficace et que ce soit efficient. Et pour que ce soit en vrai, on va prévoir dans le texte de la loi que les personnes qui sont concernées puissent aller voir le juge et vous allez retrouver dès 2017 tout le vocabulaire. On va permettre aux parties prenantes d'aller voir le juge. En 2017, on s'en est pas trop soucié. On s'est plutôt soucié des questions de responsabilité dont on va entendre parler. Et puis, il va y avoir, rien, une ordonnance de référé du 28 février 2023 dans un cas que l'on désigne assez souvent, c'est l'appellation
Total Ouganda, si vous vivez aux États-Unis, eh bien vous aurez entendu parler de la déflagration de l'ordonnance Total Ouganda, parce que quand le juge intervient dans le droit de la compliance ou dans le devoir de vigilance, ça a effectivement de l'effet. Et à ce moment-là, va s'opérer une alliance entre la formation, l'information que vous trouvez, les données que vous récoltez, le fait que ce soit fiable et le fait que l'entreprise l'utilise effectivement. Donc, la loi 2002-2017, c'est la matrice d'une nouvelle façon de concevoir le rôle des entreprises avec une entreprise. Donc, la logique, c'est d'agir maintenant pour que le futur soit différent, pour que le futur ne soit pas catastrophique ni dans le climat, ni dans les entreprises. Voilà, c'est une grande ambition portée par le législateur, et quel plaisir d'entendre un député le dire. Oui, c'est le Parlement qui l'a fait. Oui, c'est les ONG qui l'ont fait. Oui, c'est les entreprises qui l'ont fait. Pour une fois, nous avons une alliance. Ça s'appelle une logique ex-ante. L'ex-ante, c'est quand on agit maintenant pour que demain soit comme on voudrait qu'il soit. Non catastrophique, c'est un but négatif. Et éventuellement, si l'on est encore plus optimiste et encore plus volontaire, par exemple, allez, que l'égalité entre les personnes soit vraie, par exemple, entre les hommes et les femmes, ou bien, par exemple, que le principe de probité soit effectif, Sapin 2, que le principe de dignité soit effectif, loi vigilance, et les outils, ça va être les plans, le plan de compliance, Sapin 2, le plan de vigilance 2017. Il est élaboré comment, ce plan de vigilance? Mais lisez la loi. Il va être élaboré avec les parties prenantes. Tout ce vocabulaire que vous maîtrisez déjà parfaitement bien, c'est vous qui le maîtrisez, parce que les juristes, pour eux, c'est un vocabulaire complètement nouveau. Nous, on a été tout à fait déboussolés par la loi de 2017. On a dit, mais parties prenantes, nous, on connaît pas ça. C'est du vocabulaire des managements ou bien c'est du vocabulaire de l'éthique. C'est pas du vocabulaire juridique. Et qui va le définir? J'ai écouté tout à l'heure. On m'a dit, il faut un vocabulaire simple. Il faut un vocabulaire commun. Oui, mais dans le système juridique, qui va le définir? Assez souvent, je le crains ou je l'espère, ce sera le juge. Ça va être le juge qui va nous dire qui sont les parties prenantes, qui vont pouvoir saisir le juge, qui vont pouvoir demander des comptes ou bien qui vont pouvoir aider. Parce que doivent faire les entreprises? Quels sont les outils? Eh bien, vous avez des obligations qui, en droit, s'appellent les obligations de résultat. C'est-à-dire les entreprises, elles doivent le faire, on doit le voir, on ne plaisante pas, il faut obéir à la loi. Obligation de résultat. Par exemple, adopter le plan de vigilance, le publier, respecter les calendriers. Ça, c'est des obligations de résultat. Mais pas atteindre les buts. Par exemple, non, vous n'êtes pas obligé de sauver la planète. Vous n'êtes pas obligé d'éduquer les petits-enfants. Vous n'êtes pas obligé de rendre complètement intelligible tout ce que vous dites. Je dis ça aussi pour vous rassurer, messieurs et mesdames les éditeurs. Non, vous n'êtes pas obligé, j'ai entendu. Les rapports qui sont en réalité, on n'y comprend strictement rien. L'intelligibilité, ce n'est qu'une obligation de moyens. Vous faites au mieux. Les auditeurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils font au mieux. Ce qui est vrai pour vous est vrai aussi pour les entreprises. Donc, dans la vigilance, il y a des obligations de résultat. Il faut publier, il faut respecter les calendriers, il faut parler avec les parties prenantes, mais ensuite, arriver à sauver le climat. Je vous rassure, ce n'est qu'une obligation de moyens. Oui, mais ensuite,
quand on creuse un peu, quand on gratte un peu, car je sais que ça donne beaucoup d'urticaire, quand on gratte un peu, on dit oui, mais ensuite, qu'est-ce que c'est en réalité? C'est une obligation de preuve. Parce qu'il ne suffit pas que vous me disiez la main sur le cœur, oh madame le professeur, je fais vraiment tout pour sauver le climat. Non, ça ne va pas me suffire. Ça ne va pas suffire ni à moi, ni aux parties prenantes, ni aux auditeurs, ni à la partie en justice, ni au juge. Vous allez devoir montrer que vous faites vos meilleurs efforts. Et comment vous allez démontrer ça? Mais vous allez pouvoir le démontrer grâce aux auditeurs, notamment, qui vont pouvoir, le mot n'est pas très joli en français, mais je crois qu'il est très usuel dans votre vocabulaire, vous allez documenter. Et il va falloir le faire spontanément. Il ne suffira pas, même si c'est dans une procédure de sanction, dire j'ai la présomption d'innocence que les ONG prouvent. Ah non, parce que c'est une obligation de vigilance de démontrer que vous faites vos meilleurs efforts. Et là, combien vous allez être précieux. Certes, vous allez avoir des personnes qui vont vous aider à documenter, mais à prouver quoi? Que vous faites vos meilleurs efforts pour atteindre un but. Et le but, ce n'est pas de causer des coches, non. C'est d'essayer, d'aider pour que ce soit moins pire en environnement, ou bien que ce soit meilleur pour les droits humains. Et là, toutes les personnes qui veulent entrer dans les cabinets d'audit, qu'est-ce qui les intéresse? Non pas bien casser les cases, mais plutôt d'aider les autres, d'aider. Et les juges, qu'est-ce qu'ils vont demander? On voit déjà les premiers cas. C'est que vous puissiez démontrer que, effectivement, par exemple, dans les formations, dans l'éducation, qui est faite non seulement dans vos entreprises à vous, mais dans ces entreprises à vous, vous avez essayé ça. Et à mon avis, je ne fais pas les recrutements dans les cabinets d'audit, mais si c'était ça, d'essayer d'aider concrètement pour que les personnes aident dans l'éducation, par exemple les enfants, car les questions de la discrimination, par exemple, ça fait directement partie du devoir de vigilance. Pour le moment, nous n'avons que les contentieux climatiques, mais vont venir les contentieux de la sécurité du travail, vont venir les contentieux des discriminations dans les entreprises, les questions de l'homophobie, les questions du respect de la dignité. Cela va venir, et absolument partout. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Ça a été tout à fait dit. Non, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, mais la charge de preuve, elle est absolument chez vous. Dans ces conditions-là, on voit bien que la loi de 2017 organise d'ores et déjà un système probatoire. C'est dans la loi. Les juges, ils sont au centre. Est-ce qu'ils font une révolution judiciaire? Ils obéissent à la loi, me semble-t-il. Et ensuite, comme ça a été tout à fait bien dit, le législateur européen, il est face à un puzzle qui dessine tout à fait bien, puisque d'un côté, il a conçu ce dont vous êtes déjà les experts, qui est l'information avec les données pertinentes. La pertinence, c'est l'adéquation d'une information par rapport à son usage. C'est ça la définition de la pertinence. Si je prends dans la vigilance, me semble-t-il, si je prends par rapport à la vigilance, c'est la pertinence de l'information par rapport au but de protection des êtres humains. Si vous prenez un juge, c'est juste pour que vous pensiez à ce personnage-là, qui est le personnage le plus ordinaire et le plus constant, qui va lui aussi regarder la pertinence de l'information, qui n'est peut-être pas la même définition que la vôtre. Pensez au juge qui sera là. Simplement, pensez-y. Et donc, quand vous pensez à cela dans tous les schémas que vous êtes en train de construire, si vous pouvez penser à ce phénomène de la pertinence du juge. Et donc, dans ces cas-là, est-ce que vous pourriez, par exemple, essayer de penser cela?
dans mon dernier point, car c'est bien le juge qui va donner toutes les qualifications. Et le juge, vous savez, il n'a pas demandé particulièrement à être dans cet mécanisme qui lui donne tant de pouvoir. Et donc, ce juge-là va pouvoir donner cette cohérence à ce grand mouvement qui est un mouvement européen et que parfois on a qualifié de souveraineté européenne, parce que c'est une grande volonté politique où chacun, effectivement, comme ça a été si bien dit, quelle grande passion qui anime l'ensemble des personnes dans les entreprises, des personnes dans les juridictions. Mais les juges, sans doute, comme moi, vous en fréquentez. Ils n'ont pas demandé à recevoir ces cas si complexes. Peut-être, vous n'avez pas fait de procédure, mais croyez-vous que les juges ont fait de la comptabilité? Eh bien, ils n'en ont pas fait. Imaginez que, parce que j'ai écouté tout à l'heure ce qu'a dit le représentant du Trésor, j'appelle un des magistrats qui déjà n'a pas de week-end parce qu'il a des dossiers de devoir de vigilance sur son bureau. Je vous assure, il n'a déjà pas de week-end. Et je lui dis, j'ai une bonne nouvelle. Vous avez déjà le devoir de vigilance. Vous allez avoir en deuxième semaine la transposition de la CR3D. Eh bien, en plus, vous auriez la compétence pour connaître des actions des parties prenantes sur la CSRD. Il va déjà me dire, la CR, de quoi? De quoi vous me parlez? Ah non, c'est rien. C'est juste que vous allez pouvoir contrôler la façon dont les auditeurs vont pouvoir faire l'assurance limitée sur le reporting extra-financier. Là déjà, il va me demander de répéter 4 fois la phrase. Et là, je vais pouvoir entendre dans le téléphone les sanglots. Il va me dire, mais c'est pas vrai. Mais je change de métier. Je vais dire, mais devenez auditeur.